Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le diaphragme thoraco-abdominal est une cloison musculaire qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. C'est aussi un des moteurs essentiels de la respiration. Nous avons étudié les parois osseuses, cartilagineuses et musculaires de la cavité thoracique. Nous allons maintenant étudier le diaphragme thoraco-abdominal. Ce diaphragme est une barrière musculaire entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. C'est donc la limite caudale du thorax, c'est aussi la limite crâniale de l'abdomen. Mais plus qu'une simple barrière, c'est le moteur même de la respiration. Nous allons montrer que le diaphragme thoraco-abdominal est l'élément le plus important dans les temps respiratoires. Voici une diapositive de présentation générale du diaphragme thoraco-abdominal. Voici une vue très schématique de la cage thoracique au-dessus et de la partie supérieure de l'abdomen en dessous. La ligne pointillée symbolise les parois de la cage thoracique. Les deux petites lignes droites en trait continu symbolisent la position des clavicules. Au centre, le cœur et les gros vaisseaux du thorax. Et en bas du schéma, la glande hépatique, le foie. Le diaphragme thoraco-abdominal est symbolisé sur ce schéma par cette courbe à deux bosses. Le diaphragme est en fait une cloison fibro-musculaire. Elle a un rôle respiratoire majeur puisque c'est le muscle principal de la respiration. En fait, le diaphragme thoraco-abdominal se décompose en deux coupoles asymétriques, une à gauche, une à droite. Le diaphragme est en fait une barrière entre la cage thoracique et l'abdomen, mais il faut bien comprendre que cette barrière n'est pas une barrière étanche, puisqu'il existe des vaisseaux, des viscères et des nerfs qui vont passer de part et d'autre du diaphragme, du thorax vers l'abdomen et inversement. Donc, le diaphragme, c'est aussi une voie de communication. Ces deux coupoles, on va donc les présenter maintenant, coupole gauche puis coupole droite, et dès ce premier schéma, on montre qu'elles sont asymétriques puisque la coupole droite est plus haute, plus crâniale que la coupole gauche. Cela est dû à la position de la glande hépatique du côté droit qui soulève le diaphragme droit. Les coupoles du diaphragme vont avoir une orientation oblique vers le bas et l'avant. Ce schéma, qui est une vue latérale droite de l'ensemble du diaphragme, ne tient pas compte de la différence des coupoles gauche et droite et rassemble en une seule et même coupole tout le diaphragme. On complète ce schéma par une vue par transparence de la coupole diaphragmatique sur les parois du tronc. Et on complète également par cette coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va nous permettre de tracer les contours de la coupole diaphragmatique. La convexité de cette coupole sera la face thoracique du diaphragme et sa concavité sera la face abdominale. De par l'obliquité de cette coupole, on décrira une portion verticale au diaphragme qui sera marquée par ces lignes rouges sur les deux schémas de gauche et on lui opposera une portion horizontale marquée par des lignes vertes qui s'appellera également le centre tendineux du diaphragme. Puisqu'à ce niveau, le diaphragme perdra sa structure musculaire pour être remplacé par un entrecroisement de fibres tendineuses.
En réalité, le muscle diaphragme n'est pas un seul muscle plat tendu entre les constituants osseux de la cage thoracique. Il faut considérer le diaphragme comme un assemblage de très nombreuses structures musculaires. Ce sont en fait des muscles digastriques. C'est ce que ce premier schéma va essayer de vous faire comprendre. Si l'on considère très schématiquement que la cage thoracique est cylindrique, eh bien, le diaphragme est en fait une association, un assemblage de muscles digastriques tendus sur le pourtour de ce cylindre, c'est-à-dire sur les structures osseuses de la cage thoracique. Muscle digastrique, cela signifie qu'il y a tout d'abord sur le muscle une zone musculaire, qu'on appelle un ventre, puis une zone tendineuse et de nouveau une partie musculaire. La zone intermédiaire, tendineuse, s'appelle le tendon intermédiaire. Ce qui fait que si l'on assemble une très grande quantité de ces structures digastriques, il y a tout en périphérie de la cage thoracique, donc tout en périphérie du diaphragme, une zone musculaire qui forme une couronne, et au centre, un centre tendineux qui est l'assemblage des tendons intermédiaires. Ce centre tendineux est ici symbolisé par cette zone hachurée en vert. Si l'on veut se rapprocher maintenant de la réalité, on donne une coupe ici transversale du thorax. Cette coupe transversale montre maintenant que dans la réalité, le centre tendineux du diaphragme n'a pas une forme circulaire, mais une forme allongée en forme de haricot. On l'appelle réniforme. Et on voit donc ici que la zone hachurée occupe la partie centrale du diaphragme d'une coupole diaphragmatique à l'autre. Voici une vue supérieure du diaphragme destinée à faire apparaître les orifices principaux et accessoires du diaphragme. Nous avons vu que cette cloison musculaire et tendineuse tendue entre l'abdomen et le thorax doit permettre le passage d'éléments essentiels d'un étage à l'autre. Ces orifices sont destinés à laisser passer ces éléments vasculaires et digestifs. Nous mettons en place sur cette vue le processus xiphoïde ventralement, le corps vertébral de L1 et les coupes qui passent par les différents arcs costaux. Dorsalement, la coupe passe par la 12e côte, puis la côte la plus ventrale qui apparaît est la 7e côte qui est coupée ici au niveau cartilagineux. Par convention, les côtes coupées sur des sections cartilagineuses sont représentées par des petits points et les côtes hachurées sont sectionnées sur des zones osseuses. La partie sternale apparaît donc sur cette vue antérieure vers le haut de la coupe, derrière le processus xiphoïde. La partie costale du diaphragme apparaît de couleur orangée, fixée sur les arcs costaux de K12 à K7. On place de nouveau le centre tendineux et sa forme en haricot, et les orifices de la veine cave caudale, foramen de la veine cave caudale, orifice de l'aorte qu'on appelle le hiatus aortique, et orifice de l'œsophage ou hiatus œsophagien. Les insertions des constituants musculaires du diaphragme se font dorsalement, non seulement sur des structures osseuses, mais également sur des structures ligamentaires. On marque maintenant la position du ligament arqué latéral, qui est une puissante structure tendineuse entre la 12e côte et le processus transverse de L1.
On marque ensuite la position du ligament arqué médial tendu entre les corps vertébraux de L1 à L2. Parmi les orifices accessoires du diaphragme, nous plaçons maintenant le hiatus sternocostal, qui est un petit espace triangulaire entre la portion sternale et costale du diaphragme. Et dans ce hiatus sternocostal, nous plaçons une coupe d'une artère et d'une veine, qui sont les prolongements des vaisseaux thoraciques internes qui ont été décrits dans l'étude des parois du thorax. C'est par ce hiatus que ces vaisseaux vont s'anastomoser avec la circulation des parois abdominales en avant. Autres structures tendineuses qui servent d'insertion au diaphragme musculaire, ce sont les arcades fibreuses tendues entre les arcs costaux K10 et K11 et K11 et K12. Voici une vue de face des corps vertébraux au niveau de la jonction thoraco-lombaire. Et cette vue va nous permettre de mettre en place la portion vertébrale du diaphragme. C'est donc une vue à ce niveau qui nous montrera la face abdominale des muscles du diaphragme. Nous commençons par placer les niveaux des corps vertébraux et apparaissent ici les corps vertébraux des 4 premières vertèbres lombaires. Cette portion vertébrale du diaphragme est formée par un pilier médial gauche et droit qui échangent leurs fibres tendineuses sur la ligne médiane. Cet échange tendineux forme le ligament arqué médian. Voyez que le pilier médial gauche s'insère au plus bas sur le disque L2-L3, alors que le pilier médial droit est plus long et s'insère jusque sur le disque L3-L4. Le ligament arqué médian est une sorte de clé de voûte qui passe en pont au-dessus de l'aorte. L'aorte à ce niveau de thoracique devient abdominal. Le sommet de ce ligament arqué médian constitue le sommet du hiatus aortique et se projette en regard de T12. À travers la portion musculaire de cette partie tout à fait centrale du diaphragme, il existe un orifice ou hiatus œsophagien qui va livrer passage à l'œsophage qui de thoracique deviendra abdominal. À ce niveau, les fibres musculaires gauche et droite s'entrelacent autour du hiatus œsophagien pour le transformer en un orifice musculaire continent. De part et d'autre, on décrit un pilier latéral au diaphragme. Ici, les portions numérotées en 2. Il y a sur le schéma une asymétrie entre les côtés gauche et droite, simplement pour montrer qu'il peut y avoir parfois, comme cela est montré à gauche sur le schéma, une masse musculaire uniforme, simplement perforée par un petit orifice caudal destiné à livrer passage au nerf grand splanchnique. Et il peut parfois y avoir, comme cela est représenté à droite sur le schéma, un système de 2 faisceaux musculaires, séparés donc par une profonde fente musculaire dans laquelle se glisse le nerf grand splanchnique.
les deux dispositions peuvent se voir. Au-delà, latéralement, apparaît la portion costale du diaphragme. Ici, portion costale droite. La portion latérale, pilier latéral du diaphragme, se fixe sur le ligament arqué médial, qui forme un pont entre le processus transverse de L1 et le corps vertébral de L2. Ce pont est une arcade sous laquelle se glissera le muscle psoas. Au-delà, latéralement par rapport au pilier latéral, l'arcade suivante s'appelle l'arcade arquée latérale ou ligament arqué latéral. Cette arcade est tendue entre la 12e côte et le processus transverse de L1. Cette arcade passe en pont au-dessus de la masse musculaire du muscle carré des lombes. Encore plus latéralement, apparaît ici la portion la plus médiale de la première arcade fibreuse entre la 11e et la 12e côte. Ce schéma vous montre qu'entre le pilier latéral du diaphragme et la partie costale, il existe un espace triangulaire qui sera un point faible du diaphragme. Nous allons maintenant montrer sur une vue supérieure et sur une coupe sagittale passant par le plan médian les orifices principaux du diaphragme. Le premier est l'orifice le plus large, c'est le foramen de la veine cave caudale. Il se projette au niveau T9, il est latéralisé à droite, il est à 2 cm de la ligne médiane, il mesure 3 à 4 cm de diamètre, il est ovale transversalement, c'est un foramen dont les berges sont inextensibles. Enfin, on l'a vu dans ce cours, il est dans le centre tendineux entre les deux bandelettes arciformes. Le deuxième orifice est le hiatus œsophagien. Il est situé de façon variable par rapport au rachis à cause des mouvements respiratoires du diaphragme et sa position varie de T8 à T10. Il est latéralisé à gauche de la ligne médiane. Il est plus cranial et plus ventral que l'orifice de l'aorte. Son diamètre est de 3 cm. Enfin, il va contenir non seulement l'œsophage, mais également les deux nerfs vagues, vague gauche et droit, qui sont parallèles à l'axe du tube digestif. C'est cet orifice qui peut être le siège de hernie hiatale, c'est-à-dire de hernie de la grosse tubérosité gastrique, qui peut remonter à travers le diaphragme à l'étage thoracique. Le troisième orifice principal est celui de l'aorte. Il est situé entre les piliers du diaphragme, il est oblique, il est allongé, il s'étend des niveaux T12 à L1, il mesure 2 cm de large et 4 cm et demi de hauteur. En plus de l'aorte, il laisse le passage au conduit thoracique lymphatique, qui est le collecteur lymphatique le plus important de la cavité abdominale, qui remontera dans le médiastin et donc dans la cage thoracique. Cette diapositive est là pour insister sur l'innervation du diaphragme. Cette innervation dépend des deux côtés d'un nerf unique, nerf phrénique, un gauche, un droit. Ces nerfs sont extrêmement longs
puisque leur origine provient des nerfs spinaux des niveaux C4, avec parfois l'association à des fibres provenant des niveaux C3 à C5. Ce schéma montre donc que ces nerfs ont un très long trajet à parcourir avant d'atteindre leur cible, c'est-à-dire le diaphragme, long trajet cervical et médiastinal. Sur ce trajet, il est facile de comprendre que ces nerfs peuvent être traumatisés par des contusions, parfois iatrogènes, par des compressions, parfois tumorales, et à chaque fois, le risque est d'interrompre la fonction motrice du nerf phrénique et donc de paralyser l'ensemble de la coupole diaphragmatique du même côté. Ces nerfs phréniques se terminent de façon rayonnée au-dessus de chaque coupole diaphragmatique et ils se répartissent sur toute la surface musculaire de la coupole. Enfin, des deux côtés, il existe un petit rameau abdominal qui va traverser le diaphragme pour participer à l'innervation de la région surrénalienne. Ce rameau abdominal est constant du côté droit et traverse le diaphragme avec la veine cave caudale. À gauche, le rameau abdominal est très inconstant. Voici maintenant les acteurs musculaires de la respiration. Du côté gauche de ce schéma emprunté à Netter, nous allons placer les acteurs de l'inspiration et à droite ceux de l'expiration. Le muscle inspiratoire principal est encore une fois le diaphragme thoraco-abdominal. À cet effet s'ajoute l'action des muscles intercostaux externes qui soulèvent les côtes et élargissent les espaces intercostaux. Puis il y aura des muscles dits accessoires de l'inspiration qui sont des muscles de la paroi abdominale et des muscles de la région cervicale que nous étudierons avec ces différentes parties du cours. Ces muscles accessoires ne vont rentrer en action que lors des efforts respiratoires intenses ou éventuellement, de façon pathologique, chez l'insuffisant respiratoire qui devra recruter le plus de masse musculaire possible pour pallier à l'insuffisance de sa respiration. Pour l'expiration, le principal mécanisme est simplement un retour à l'état initial, par des phénomènes d'élasticité musculaire et ligamentaire. Ce n'est que pour une expiration forcée que les muscles intercostaux internes devront entrer en action, et avec eux s'associeront les muscles de la paroi abdominale. Voici maintenant la synthèse de toutes ces notions sur cet ensemble de schémas qui vont vous présenter les temps de la respiration. L'ensemble des deux schémas à gauche correspond au temps 0, celui de l'expiration. On marque par cette ligne pointillée rouge la position de référence de la base du thorax pour pouvoir montrer l'évolution de la position du diaphragme. Le diaphragme est lui symbolisé par ces traits pointillés noirs. Au premier temps de l'inspiration, il n'y a pas de déplacement du thorax. Seul le diaphragme va raccourcir ses fibres musculaires et donc cette coupole sera moins concave, donc la coupole diaphragmatique sera plus horizontale. Il va donc s'abaisser. C'est ce que montre ce temps dit temps numéro 1 au milieu du schéma. Cet abaissement est de 1 à 2 espaces intercostaux.
voyez que lors de l'abaissement de la coupole diaphragmatique, la pression abdominale va monter, ce qui automatiquement va pousser vers l'avant la paroi abdominale antérieure. Au temps suivant de l'inspiration, on assiste à une ascension et une avancée du thorax par horizontalisation des côtes qui, indirectement, propulse vers le haut et l'avant le sternum.